Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir enfin Mathieu Davignat, que je souhaite avoir en invité depuis très longtemps. Et voilà, donc c'est fait. Mathieu Davignat, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben, merci d'être là. Vous êtes historien, vous êtes auteur de plusieurs biographies et études sur le règne de Louis XIV. Vous êtes directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Et alors, on m'a rajouté cette petite chose, qui n'est pas une petite chose, conseiller historique de différentes productions cinématographiques. On peut dire la série Versailles et Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, Voilà. que vous ne reniez pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Parfait. Alors, vous avez commencé votre œuvre littéraire, je crois, avec les valets de chambre de Louis XIV chez Perrin. Après, on a eu Louis XIV et Versailles, le valet de Louis XIV, le fonctionnement d'une résidence royale au XVIIe siècle, etc. Ça fait beaucoup de Louis XIV et de Versailles. Oui, et bien justement, on passe à Louis XVI avec le dernier en date qui s'appelle Le plaisir de vivre ou les libertés de la marquise de Jaucourt. Mais il y a quand même un lien, évidemment, c'est que vous vous intéressez à une population particulière, arrêtez-moi si je me trompe, que l'on appelle les commensaux. Tout à fait. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, les commensaux, alors c'est un Déjà, terme un peu commençons barbare. par expliquer les commensaux. Alors les commensaux, ça vient du latin, alors cum mensalis, c'est-à-dire que ce sont les officiers qui mangeaient à la même table que celle du roi. Alors là, on est au Moyen-Âge quand on dit ça, c'est-à-dire cum mensa, c'est-à-dire à la même table, avec la table. Alors évidemment, au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a bien longtemps que les officiers du roi ne mangent plus à la table du roi, mais ils sont nourris aux frais du roi. D'accord. Et donc ça fait partie de ce petit groupe de domestiques qui sont très très proches des souverains et qui, pour eux, ça leur représente un honneur d'être toujours nourris aux frais du roi et marque cette proximité avec les souverains. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fonctionnement de Versailles, de la cour, à partir ces personnes qui ont un rang intermédiaire. C'est pas tout à fait les grands-ducs, princesses, etc. Bah non, pas du tout. C'est ni tout à fait les petits valets qui balayent dans les couloirs. Donc on est dans des statuts intermédiaires. Et surtout, on voit qu'à partir de ces personnages, ils connaissent des évolutions assez incroyables, notamment entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Des évolutions de carrière ? Des évolutions de carrière, oui, justement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Oui, et aussi, j'imagine qu'ils savent des choses que les autres ne savent pas. Enfin, est-ce qu'ils sont logés près du roi ? Alors pour certains, oui. En l'occurrence, ceux sur lesquels j'ai particulièrement travaillé, donc c'est-à-dire les valets de chambre du roi, Oui. ils sont logés vraiment à proximité pour les principaux, ceux qu'on appelle les premiers valets de chambre. Donc ils sont à quelques mètres de la chambre. À disposition immédiate. Très bien. Et alors justement, le premier valet de chambre, c'est Alexandre Bontemps, dont vous êtes occupé. Oui, en fait, moi, c'est une dynastie qui m'a intéressé depuis que j'ai fait ma thèse en 2003. Et vous l'avez évoqué, j'ai fait ce livre sur les valets de chambre de Louis XIV en 2004, voilà, chez Perrin. Et donc, près de 20 ans après, je suis arrivé à la dernière des Bontemps. Donc, alors justement, cette charge, on peut parler de charge ? Oui, c'est une charge. Oui, alors elle se transmet comment ? Alors, elle se transmet de père en fils, généralement. Alors, c'est pas obligatoire, mais généralement... On peut refuser ? Le roi peut refuser. Et le valet, non ? Ça non, se refuse pas ? Le valet, ça se refuse pas. C'est son père qui décide pour lui. Oui, c'est ce qu'on appelle une survivance. Et comme ça a quand même des intérêts financiers et des intérêts sociaux très importants... on crache pas dessus. Non, on crache pas dessus. C'est le secrétaire particulier du roi, un petit peu. Donc c'est celui qui fait écran entre les courtisans. Oui. C'est ça, c'est que les termes ne sont pas ce qu'on imagine. Non, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Alors en plus, il y a ce côté un peu, moi, qui m'intéresse, c'est cette distorsion de sens entre l'officieux et l'officiel. Alors évidemment, à l'époque, on se moque du terme de valet. On dit que c'est celui qui apporte le pot de chambre, etc. Et alors, c'est effectivement celui qui peut apporter le pot de chambre, mais c'est celui aussi qui fait écran, qui dit non, vous ne verrez pas le roi. Ah oui, donc c'est un vrai pouvoir. Il y a un vrai pouvoir, c'est par lui que tout passe en fait et qu'on essaye d'avoir une audience auprès du roi. Donc c'est quelqu'un de très important, de façon officieuse et qui finalement va obtenir des grâces pour sa famille, pour ses amis, etc. Donc moi c'est ce petit côté un petit peu étonnant qui m'intéressait. Ben oui, je comprends. Et alors du coup, votre héroïne là, voilà, la marquise de Jaucourt, elle est l'arrière-petite-fille d'Alexandre Bontemps. Oui, en fait, je l'ai trouvée par hasard. Moi, il se trouve que j'ai ma vieille marotte et que la boucle est bouclée.
J'ai travaillé sur les Bontemps et sur Alexandre en particulier pendant de nombreuses années. Puis il y a 5, 7 ans, je me suis dit tiens, pour m'amuser, je vais m'amuser à faire toute la généalogie des Bontemps depuis le premier valet de chambre, c'est-à-dire le père d'Alexandre, donc Jean-Baptiste. Encore, oui, qui était déjà premier valet de chambre, qui est né en 1584 à Gardanne. Et je me suis dit je vais pousser jusqu'au bout et voir tous ceux qui ont porté le nom Bontemps, que ce soit des hommes ou des femmes. D'accord. Et il se trouve que le dernier, c'est une dernière, donc j'ai regardé un peu sa vie, Marie-Charlotte Louise Perrette. Perrette et Lopotonnet, voilà. c'est ça. Et j'ai vu qu'elle était née en 1761, qu'elle est morte en 1848, donc elle a une longue destinée. Et finalement, sa vie a été assez intéressante, donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas creuser et finalement, la boucle est bouclée au bout de 20 ans. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des Bontemps. Très bien. Et dites-moi, vous dites, c'est l'alliance du pot de chambre et de l'épée. Ça résume un peu tout ce que vous venez de dire, en fait. Exactement, parce qu'elle va se marier évidemment dans la haute aristocratie. Ah, voilà, c'est ça l'alliance du pot de chambre. Eux, les valets, on considère que ce sont les pots de chambre, ouais. Mais grâce à leur situation... c'est-à-dire que toutes les femmes des nées Bontemps vont toutes quitter le monde de la domesticité. Autant les hommes restent au service du roi comme premier valet de chambre, comme premier valet de garde-robe, etc., s'il y en a plusieurs, alors que les femmes vont épouser des nobliaux, mais d'authentiques aristocrates. Mais elle va faire une ascension spectaculaire parce qu'elle a la chance d'être la nièce de Nicolas Beaujon. Et Nicolas Beaujon, c'est la Folie Beaujon, c'est l'hôpital Beaujon aujourd'hui, c'est le propriétaire de l'hôtel d'Évreux, c'est-à-dire l'Élysée, après Madame de Pompadour, c'est le banquier de la cour, il est richissime à millions et il n'a pas d'enfant. Et donc, ses nièces deviennent très intéressantes. Moi, l'oncle devient très... C'est grâce à ça qu'elle a pu sauter de classe sociale. Sa mère a été veuve très jeune, elle n'avait pas encore 25 ans, et elle épouse déjà... elle épouse en seconde noces le comte de Bissy. Donc déjà, elle fait aussi un sacré pilier. Là, c'est les Pontus de Thiard. Donc c'est déjà une famille très importante. Et c'est vrai qu'on avait envisagé pour Marie-Charlotte un homme de son rang et de son milieu, c'est-à-dire le marquis de Champcenay, le fils du marquis de Champcenay, qui était aussi premier valet de chambre. Et puis, on peut être noble et valet de chambre. Tout à fait. Alors si on n'est pas noble de naissance, on le devient par sa charge. C'est-à-dire qu'il faut être noble quand même pour servir le roi. Donc on est anobli si on est d'office et pour ses descendants. Donc on avait envisagé un mariage comme ça, c'est ce qu'on appelle un mariage endogame, c'est-à-dire dans le même milieu social. Et puis finalement, quand sa mère s'est remariée quand même avec le comte de Bissy, donc la haute aristocratie, que tonton Beaujon est présent et prêt à mettre beaucoup d'argent, on se dit, on va envisager plus haut. Puis finalement, c'est par les relations. Il se trouve que le comte de la Châtre qu'elle épouse au départ, qui a combien de plus qu'elle ? Il a le double de son âge, donc elle a à peu près 16 ans et demi, lui il en a 36, 37 au moment du mariage. Donc c'est à peu près la norme à l'époque. Mais lui, c'est une noblesse qui remonte au XIe siècle, on est vraiment dans la très 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 haute noblesse. Il se trouve qu'il fréquentait le Beaujon pour des affaires d'argent, il a des problèmes d'argent. Il n'est pas très riche, le comte de la Châtre. Il est riche, mais comme la plupart... Il est moins riche qu'elle, du coup. Il est pratiquement moins riche qu'elle. Mais comme tous ces grands seigneurs, en fait, vivent sur un train énorme, ils empruntent sur leur nom, donc ils ont toujours de l'argent. C'est comme, je veux dire, une remarque aujourd'hui, quand on dit que Bernard Tapie était pauvre, ou avait des problèmes d'argent, en fait, ils ont des problèmes d'argent parce qu'ils sont endettés, mais ils ne vivent pas non plus dans des deux pièces, etc. Mais bon, il était content d'avoir la petite Bontemps qui arrive avec beaucoup... Voilà, exactement. Je comprends. Et alors, du coup, c'est un mariage qui ne marche pas très très fort. Ils n'ont pas les mêmes idées, on va dire. Ils n'ont pas les mêmes idéaux. Et donc, elle aspire à la liberté. On est au début des années... à la fin des années 1770. Il y a Voltaire qui est passé par là. Il y a un certain nombre de choses. On est en plein dans l'époque des Lumières. Et puis, le roi et la reine sont jeunes. Ils aspirent à plus de liberté. Alors, ce sont des gens qui ne mesurent pas leur ambition de liberté, ce que ça peut peser sur leur classe finalement. Ils s'imaginent que tout le monde peut être heureux, etc. Mais évidemment, pour être heureux, il faut faire des concessions. Et dès qu'on fait des concessions, forcément, au bout d'un moment, le système qui est millénaire et pluriséculaire peut s'effondrer. Et eux, ils ont des envies, voilà. C'est pour ça que j'ai appelé ça... alors, on va y venir. Le plaisir de vivre ou les libertés de la marquise de Jaucourt. Alors, cette notion de plaisir de vivre, est-ce qu'elle correspond à la notion actuelle, enfin l'idée qu'on en a actuelle du plaisir de vivre? Pas forcément. En fait, c'est l'expression, je suis parti de l'expression de Talleyrand,
Qui était l'amant. Son premier amant. Son premier amant après son mari Lachâtre. Voilà, tout à fait. Ou juste avant son mariage ou au début de son mariage, elle s'est rapprochée de celui qui était encore l'abbé de Périgord, hein, et donc le ministre Talleyrand, et duquel elle restera proche toute sa vie. Oui. Et ça sera vraiment une complicité, une amitié, voire un amour exclusif. Et puis un appui, je pense que ça devait être très confortant pour elle. Jusqu'à la mort de Talleyrand en 1838. Et finalement, c'est lui qui a écrit, c'est Guizot qui rapporte ça, hein, le ministre Guizot qui rapporte sous la monarchie de Juillet les propos de Talleyrand qui aurait dit « Qui n'a pas connu la fin de l'Ancien Régime ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre ». Et donc je suis parti de là parce que ça fait aussi une boucle, c'est-à-dire on a Talleyrand, on a Guizot qui est un protestant, Guizot sera porté par le marquis de Jaucourt qui est son deuxième mari, donc je me suis dit c'était intéressant et c'est vrai qu'elle a une vie assez... tout ce que peut connaître une jeune fille à ce moment-là, c'est-à-dire avoir un amant, avoir un bâtard, et un enfant naturel, voilà, un enfant naturel, un autre amant, plusieurs amants, après. Vivre ouvertement cet amour. Être empreinte des idées neuves, c'est-à-dire de l'anglophilie, c'est-à-dire d'avoir l'envie d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, c'est-à-dire avec un bicamérisme où le Parlement a beaucoup plus de pouvoir que le roi. Donc elle est dans cette idée de faire ce qui lui plaît quand il lui plaît. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le plaisir de vivre. Et ce plaisir de vivre, c'est celui que décrit Talleyrand, hein. On n'est pas aujourd'hui non plus dans des grandes, comment dirais-je, grandes libertés, mais c'est une liberté par rapport au conservatisme de l'époque. Déjà, celui qu'il y avait avant et celui qu'il va y avoir après. Tout à fait. C'est vraiment un petit moment charnière. C'est une parenthèse moi, qui m'intéressait. Tout à fait. Avec le divorce, elle va divorcer, elle va profiter de la loi du divorce. À la fin, elle va même vivre en faisant ménage à part avec son second mari. Tout à fait. C'est une petite surprise que j'ai eue juste avant de terminer le livre où je me suis dit... Vous êtes aperçu, tiens, ils n'ont pas la même adresse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, bon allez, on est en 1817, ils vont vivre chacun autour du feu calmement, ça y est, la vie se calme, ils vont vivre leurs vieux jours autour de la cheminée. Puis je me suis rendu compte que c'était pas la même cheminée et qu'elle va déménager pour aller habiter rue du Mont-Tabor, juste à côté de l'hôtel de Saint-Florentin, qui est en fait l'hôtel de Talleyrand. Mais c'est ça. Et elle retrouve son premier amant, et son premier amant va lui écrire des lettres d'amour qui sont d'ailleurs à la fin qui sont passionnantes et qui sont vraiment toujours avec l'utilisation du mot je vous aime de façon exclusive. Et il termine ses lettres par je vous embrasse et vous aime comme il y a 60 ans. Ouais, c'est ça aussi la vraie histoire, je pense, entre les deux. Hein. Et elle est salonnière, elle tient son salon, libéral bien sûr, et vous écrivez, elle n'obéit à aucune règle ennuyeuse. Enfin, si vous l'écrivez, mais quelqu'un d'autre l'a dit, je crois. Je ne sais plus quelle est la... Bon, on a l'impression que c'est ça aussi, sa liberté. Non, sa liberté, c'est ça. C'est d'exprimer ses idées politiques qui sont contre son rang. Et d'ailleurs, le marquis de Champcenetz, qui était promis à elle, son premier fiancé, qui lui sera un journaliste dans la presse satirique royaliste, va revenir sur ces dames qui renient leur caste d'origine et va la décrier tout ce qu'il peut de toutes ces dames, que ce soit Madame de Staël, que ce soit Léla Litolendal, toutes ces dames, la princesse de Breuil qui, lors de la fête de la Fédération, c'est-à-dire le premier anniversaire du 14 juillet, donc en 1790, vont pousser leur charrette pour élever l'autel de la patrie, etc. Donc on a des dames qui affirment leur opinion. Bon, au bout d'un moment, elles vont se rendre compte que finalement, c'est pas très bon pour elles non plus, et elles vont fuir elles aussi à l'étranger. Okay. Bah oui, c'est leur cas, donc eux ils partent en Angleterre. Et en fait, on peut dire qu'elle coche un peu, elle, à un moment de sa vie, toutes les cases de la modernité possible à ce moment-là, quoi, parce qu'après, ça va plus être la même. Non, c'est plus la même musique après. Voilà, non. Et puis même, il va y avoir une chape qui va plus ou moins tomber après la Révolution, mais elle va continuer à vivre, elle va être une sorte de monument en fait, de l'Ancien Régime qu'on viendra voir, elle et son mari, qui est le comte de Jaucourt, qui deviendra marquis de Jaucourt, et qui est le symbole du noble par excellence, qui connaît parfaitement les règles de l'Ancien Régime. Ce sont des références. Tout à fait. Bon, bah écoutez, moi j'encourage tout le monde à se plonger dans cette histoire de ce couple de références et qui est très surprenant parce que c'est vraiment un personnage qui sort du lot. Et ben, je comprends que vous ayez eu envie de vous attacher à elle et nous faire part de cette vie palpitante qui est à la charnière de plein d'événements historiques et
périodes différentes. Alors, j'ai aussi ce petit livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, qui est Vivre à la cour de Versailles en 100 questions. Voilà, ça c'est extra, avec beaucoup de concrets, de réponses concrètes. C'est vrai que c'était amusant à faire. C'est des questions amusant à faire, amusant à lire. Hein, ouais, c'est aussi. des questions de petites 3 pages par question. Et l'idée, c'est de vraiment donner un panorama de la vie à la cour de Versailles entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et c'est lisible par tout le monde. Voilà, tout à fait. Sur les questions que les gens se posent, alors il se trouve que j'ai fait mon choix personnel, on va se dire pourquoi il n'y a pas tel... Alors c'est un choix personnel, mais je pense qu'il rejoint pas mal de questions du public. Mais je me doute bien. Et sinon, dernière chose, vous envisageriez, je ne sais pas, on a l'impression qu'il y a vraiment la structure d'un film, parce qu'on parle toujours des mêmes, hein, du Barry, aidez-moi. Oui, il y a Chloé, tout ça. Ouais. Et cette ça femme a été, qui sort chaque fois du que j'en lot. parle à des amis de la télévision, Ouais. justement, ils me disent il y a matière à faire un film. Complètement. Alors on est en train, Vous avez fait tout le boulot, hein. Je suis en train d'essayer de voir si c'est possible, mais je suis un... Parce qu'elle a vraiment une histoire hors du commun et qui nous change des Ou alors au habituels, moins un documentaire sur sa vie qui est assez intéressante pour parler de la condition féminine à la fin du Mais oui, XVIIIe ce siècle. serait génial. Puis même un film, parce que ça s'étend quand Allez, même sur une un langue. film. Ouais, ça serait bien. Bon, je compte sur vous, Mathieu Davigna. Moi, je compte sur les gens qui seraient intéressés. Je signe. Un grand merci. Merci à vous. À très bientôt, À j'espère. bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. À très vite.